Bonjour, c'est Christophe Lolichon. Retrouve-moi dans le Winamax Football Club. Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans ce nouvel épisode du WFC l'Interview. Et pour ce nouvel entretien, on accueille un Frenchie qui a passé 15 ans à Chelsea, Christophe Lolichon. Entraîneur des gardiens, membre de la cellule recrutement, il y a du Petr Cech, du Thibaut Courtois, du Edouard Mendy en lui. Un entretien fleuve et passionnant avec une pointure du métier. Enfilez les gants et partez du bon côté. Putain, cette intro est dingue. Allez. Christophe Lolichon, bienvenue. Merci beaucoup de ta présence dans le Winamax Football Club l'Interview. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. 15 ans passés à Chelsea. On va parler de cette vie-là, mais on va aussi parler de la vie d'avant Chelsea. Parler aussi des aptitudes des gardiens de but, de comment on recrute un gardien de but, comment on le fait progresser. Donc ce sera tout ça dans notre échange. Avant de commencer de parler du championnat anglais et de ton parcours, c'est quoi ton premier contact avec un ballon? Je devais être un petit gamin attiré par la fameuse forme ronde. Puis très rapidement, j'adorais les ballons. Je demandais toujours à mes parents de m'acheter des ballons. Et puis le premier début en club, c'était dans un petit club de la région nantaise, l'ES Blain, club amateur mais très bien structuré. Et tout de suite, dans les buts. J'avais 8 ans, première licence, donc Poussin, on disait à l'époque, Poussin, première année. Comment tu as été attiré par le but? Parce que quand on est gamin, c'est plutôt l'autre but qui nous attire. Peut-être toucher le ballon un petit peu plus. Pourquoi les mains? Le hasard? Alors j'étais pas gros, je courais bien, j'étais pas trop maladroit avec les pieds, mais malgré tout, c'est le but qui m'a attiré. Est-ce que c'est dû au côté à part du poste, le fait qu'on avait une tenue différente des autres, le fait qu'on ait des gants, le fait de se jeter, le fait de vouloir être décisif? Je pense que c'est un cumul de plein de choses qui fait que j'ai été attiré par le fameux cadre. Et puis j'aimais parler, j'aimais communiquer, j'étais un gros bavard, donc ça me permettait assez rapidement de parler avec mes partenaires, de les inciter à faire des choses. C'est peut-être le besoin d'avoir des responsabilités, ou peut-être le besoin de se montrer. Peut-être qu'il y avait un ego de gamin qui était déjà en place, mais j'adorais ça. Et ce qui est particulier, surtout à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, on a encore du mal parfois à définir le rôle du gardien de but, son domaine d'action aussi, son champ d'action. Mais à l'époque, sans te faire offense, Christophe, à 23 ans, tu commences à Nantes en tant qu'entraîneur des gardiens. Donc c'est très très tôt, on est en 86. C'est quoi le poste de gardien à l'époque? C'est un territoire perdu? Non, mais j'avais l'énorme chance, et quand je dis énorme, c'est un petit mot, d'être nantais et de rentrer dans cette fantastique académie qui était le FC Nantes à l'époque. Alors c'est toute une histoire, je ne sais pas si on aura l'occasion de la raconter, mais le poste de gardien, c'était déjà quelque chose d'important au niveau du FC Nantes. Dans l'idée de jeu du FC Nantes, le gardien de but n'était pas considéré comme, dans beaucoup d'endroits, le simple gars qui est censé arrêter des ballons. Il participait au jeu sous l'égide de Sodo, de Denouex. Alors de M. Riba, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas connu. Mais en tout cas, Sodo et Denouex, déjà, ils mettaient les gardiens dans les jeux de conservation. Ça, c'était extraordinaire à l'époque parce que ça ne se faisait pas. Et puis, ils m'ont donné... J'en ai même parfois encore des frissons quand j'y pense, parce que quand Reynald me dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» de participer à la création, sans doute, d'une des premières écoles de gardiens en France. J'étais presque étonné, j'avais les yeux... Alors, je m'occupais des petits, à l'époque, des petits gardiens du FC Nantes, et il me dit un truc vachement important. Il me dit « Mais tu sais, tu as le droit à l'erreur, mais on est là pour te conseiller. » Donc, ils m'ont donné la liberté de faire ce que je voulais en me guidant sur un poste
qui était quand même, non pas déconsidéré, mais qui était extrêmement limité dans ses prérogatives. Et c'est particulier et c'est un beau symbole en fait de se dire que quand on parle du jeu à la nantaise, on pense aux actions offensives, alors qu'en réalité ça venait aussi de beaucoup plus bas. Ça aussi, ça a forgé ta carrière et la façon dont tu appréhendais ce métier. Complètement. Mes deux meilleurs formateurs en tant qu'entraîneur, coach gardien, ce sont Jean-Claude Sodo et Reynald Denoex. Et puis on a eu des gardiens qui nous ont permis aussi de valoriser cet aspect-là. Je pense à Eric Loussoirne, je pense à Michael Landreau, qui avait quand même des pieds. Mika, quand il jouait dans les jeux d'entraînement avec le groupe, la différence se voyait à peine. Donc c'est là qu'on réfléchissait, waouh, le gardien avec des pieds, il va nous apporter beaucoup. Donc on va pouvoir partir de derrière, on va pouvoir attirer l'adversaire, on va pouvoir casser des lignes sur une relance de gardien. Déjà, dans ces années-là, Mika, c'est les années 90 plutôt, mais déjà on pensait à ça. Donc ça, c'est remarquable. On avait véritablement un temps d'avance dans l'idée du poste de gardien qui est aujourd'hui de plus en plus connu. Mais tu vois, tu parles de Michael Landreau. Moi, ma génération 90, évidemment, Barthez, Lama même, puis les gardiens ensuite, Lloris, etc., ont été importants. Mais vraiment, le premier gardien particulier de notre génération, c'est Michael Landreau, déjà dans le fait de commencer très jeune, dans son club formateur, il avait un jeu particulier. Est-ce que pour toi, c'est une bascule aussi? Alors peut-être bascule, le mot est fort, mais est-ce que c'est un moment important dans ta carrière, cette rencontre avec lui? J'ai connu, il avait 12 ans. Il était pas aussi large que grand, mais pas loin. Mais par contre, il était joueur. Mika, il est joueur dans tous les domaines, aux cartes, sur un terrain de foot, et ça se voyait tout de suite. Et dans les séances SP, où il n'est pas facile de restituer des situations où on va travailler le jeu au pied du gardien, c'est avec le groupe qu'on travaille sur tout ça. Mika était toujours en demande. Il y avait une qualité, un rapport avec le ballon que j'avais encore jamais connu. Si ce n'est avec un autre gardien qui est un petit peu plus jeune que lui, qui s'appelait Anthony Saunier, qui a été entraîneur de gardien au Paris FC, au FC Nantes, qui avait un pied droit exceptionnel, et Laurent Astier, je ne sais pas si ça vous parle pas. Non, les deux, non. Mais Laurent Astier, c'était un gardien exceptionnel, mais il faisait 1m78. Mais par contre, alors lui aussi, c'était un joueur, il mettait le ballon où il voulait, sa première touche était phénoménale quand il recevait, il pouvait éliminer un adversaire qui le pressait, il pouvait l'éliminer sur sa première touche. Donc il y avait déjà, dans l'idée, au niveau du recrutement au FC Nantes, on avait déjà cette idée, recruter un gardien, mais pas simplement avec deux mains, aussi avec deux pieds. Enfin, un au moins, et si possible deux. Donc forcément que ça influence la méthodologie qu'on essaie de mettre en place. C'est même fondamental dans mon parcours d'avoir été au FC Nantes à ce moment-là et de réfléchir sur cet aspect-là. Aujourd'hui, tu dirais qu'on développera ça peut-être dans la partie terrain un peu plus après. Mais si je te dis, qu'est-ce que tu penses de la compréhension du poste de gardien de but en France aujourd'hui? Est-ce que tu dirais qu'elle est insuffisante? Elle est en progression? Comment tu le vois? Par rapport aux suiveurs, aux médias, etc. Alors, elle est en évolution. Malheureusement, le plus grand problème, entre guillemets, si je puis dire, c'est qu'on ne juge les gardiens principalement que par les arrêts qu'ils font. Et ça, des gardiens qui font des arrêts, on peut en trouver plein. Plein. J'aurai quelques anecdotes là-dessus. Mais des gardiens qui vont éviter des arrêts parce qu'ils vont avoir une position de départ qui aura découragé l'adversaire ou qui aura influencé l'adversaire, où ils auront permis de restreindre l'espace de jeu pour l'adversaire, etc. Ça, c'est difficile à juger ou à évaluer par les spectateurs, par les journalistes, voire par certains techniciens du foot, même par pas mal de techniciens du foot. Aujourd'hui, moi je reçois encore des appels, Christophe, tu peux m'aider à trouver un gardien capable de faire des arrêts. Ouais, les gardiens qui font des arrêts, je peux sortir une liste de 200 joueurs. D'accord? Il y en a forcément qui sont plus rapides que d'autres. Mais des gardiens intelligents qui vont gérer l'espace, qui vont savoir communiquer leur prise d'information, qui vont savoir prendre la bonne décision au bon moment, ça, c'est pas très courant. Donc, c'est ce que je m'évertue à faire dans les interviews, dans les interventions que je peux faire dans les médias. Ça commence à prendre et je sens notamment au niveau de l'association que nous avons créée dernièrement, l'association des Français des entraîneurs professionnels de gardiens de but, je sens que le courant commence à passer avec les nouvelles générations d'entraîneurs de gardiens.
avec les influences de Guardiola, etc., etc. L'influence nantaise ne se voit pas parce qu'elle est trop éloignée, mais ça commence à venir. Et je voudrais que les gens comprennent qu'un gardien de but, ce n'est pas simplement un pompier de service, capable de faire un arrêt. Parce que ça a longtemps été ça, et en Angleterre encore plus qu'ailleurs. En Angleterre, c'est le shot-stopper. À savoir, c'est le mec qui est là, il ne sort pas parce qu'il y a des monstres qui arrivent devant lui, et puis il fait les arrêts. Il est cantonné à ça. Et ça commence aussi à évoluer en Angleterre, parce qu'à force de le dire, de le redire, et de montrer que ça peut marcher, et notamment Guardiola le prouve avec Manchester City, même Liverpool le prouve, nous avec Petr Cech à Chelsea, on l'a aussi démontré, l'évolution est là, mais on est encore loin du compte. Il y a puisqu'on parle d'actualité, des médias, etc., il y a un gardien qui a marqué l'actualité récente, c'est Thibaut Courtois, avec sa finale de Ligue des Champions. Moi, j'aimerais savoir comment tu l'as repéré avec tes équipes, puisque quand il est à Genk, c'est ça, tu es à Chelsea, donc et tu le repères à Genk. Comment ça se passe? D'abord, je ne suis pas le premier, je suis le deuxième. Je pense que je suis le deuxième. Il y a un club allemand qui l'avait vu avant. Moi, j'avais un indicateur, une connexion en Belgique qui m'a rapidement appelé au bout de 2 ou 3 matchs de Thibaut avec l'équipe de Genk, parce que Thibaut n'était que le 3e ou 4e gardien de Genk. Et là, une accumulation de blessures a fait qu'il s'est retrouvé en équipe première, puis il n'a pas quitté. Avec son 1,99 m, il a fait des ravages. Donc je vais tout de suite à Genk. On a cette capacité on avait en tout cas en 2006, ouais, ça date de 2016, ça date pas de 2007, mais ça date de 2011 ou 12, Thibaut à Genk. Mais on avait cette capacité de réaction. Je disais toujours à mes connexions, si vous voyez quelque chose et que ça vous interpelle vraiment, dans les 24 heures, 48 heures, je réagis. Et je réagis tout de suite. Je vais à Genk et je vois un gamin insouciant, très relax, pas de pression. Alors, loin d'être ce qu'il est aujourd'hui, mais des atouts, et puis qui répond à beaucoup de mes critères, énormément de mes critères. Et là, je demande au club de faire rapidement quelque chose, parce que je pense qu'on a détecté une pépite, tout simplement. Mais il ne fallait pas être un sorcier pour voir que ça allait être une pépite. Il fallait simplement essayer de faire en sorte qu'il choisisse Chelsea, plutôt que d'autres clubs qui se sont, juste après, qui ont commencé à se manifester, ça venait de partout. Ça venait de partout. Et on a fait un truc à Chelsea que le club n'avait pas l'habitude de faire, c'est que j'ai demandé à Marina Granovskaya, la directrice du club, de me laisser préparer un projet sportif pour Thibaut et de le présenter à ses parents et à son agent. Sachant que Thibaut, il y avait un accord avec le club de Genk, Thibaut ne devait rencontrer personne extérieur au club de Genk pendant la saison, pendant la suite de la saison. Et le papa était très très vigilant par rapport à ça. Et on a reçu monsieur et madame Courtois et Christophe Enrotet, qui était l'agent, je pense que c'est toujours l'agent, à Chelsea. Et là, on a discuté. On a présenté un projet sur 5 ans, 6 ans. Et le problème qu'il y avait, c'est que nous, on avait un monstre dans le but déjà. Et à un moment, l'agent, il dit, mais quand est-ce qu'il va jouer Thibaut? Parce que vous avez quand même un certain Petr Cech. J'ai dit oui, mais justement. Sur les 5-6 ans, Thibaut va être prêté. L'idée, c'était de le prêter à Genk, qu'il reste à Genk. On n'avait pas encore... L'Atlético ne s'était pas manifesté. Et donc, le projet a été comme ça. Et je n'ai eu aucun contact avec Thibaut jusqu'au mois de juin, donc fin de saison. Jusqu'au jour où j'ai un appel et j'entends un léger accent belge. Bonjour, c'est Thibaut Courtois. et sa première question, pourquoi vous vous intéressez à moi? C'était sa première question. Alors je lui défile tout ce que j'ai vu, parce que j'étais à Genk plein de fois, j'étais à l'extérieur le voir jouer. J'étais le voir jouer contre les équipes faibles, contre les équipes fortes, à domicile, à l'extérieur. Et il me dit d'accord. On me dit bon, je tenais à vous téléphoner pour qu'on parle et pour vous dire que j'ai choisi Chelsea. Pouf! C'était la super nouvelle, parce que la liste des clubs, elle était très très importante. Et rapidement, l'Atlético se manifeste pour un prêt, parce qu'il voulait acheter Thibaut aussi. Et Thibaut, entre Genk et l'Atlético, il a choisi l'Atlético. Et c'est parti comme ça. Donc, et après, il a fallu suivre Thibaut pendant 3 ans à l'Atlético. Donc je ne vous dis pas le nombre d'allers-retours entre Londres et... soit Madrid, soit Barcelone, quand il jouait contre Barcelone ou d'autres clubs, parce que je quittais, il m'est arrivé des fois d'avoir une moto qui m'attendait devant le vestiaire de Chelsea, à la fin de nos matchs, parce que l'Espagne joue parfois à 23h, 22h30, une moto m'attendait pour aller rapidement à Heathrow ou à Gatwick,
directement avion. En arrivant en Espagne, une autre moto m'attendait pour aller vite. Et des fois, j'arrivais à 5 minutes du coup d'envoi pour optimiser les possibilités de voir Thibaut et puis préparer avec lui son avenir anglais. Parce que Oui, parce que tu l'as de loin finalement et pendant une longue période. eh ben oui, 3 ans. Alors Thibaut à l'Atlético, c'est une vraie réussite dans une équipe particulière parce que l'équipe de l'Atlético, il y avait déjà. Au départ, c'était pas Simeone qui était là, Simeone, pardon. Oui. C'était un autre entraîneur. C'était un entraîneur argentin ou brésilien, je sais plus. Et Thibaut ne commence pas tout de suite. Il y a un autre gardien dont j'ai plus le nom en tête. Et Thibaut s'impatiente un petit peu. J'ai dit calme. Le temps va venir. Le temps va venir, il n'y a pas de problème. Et quand Simeone prend la tête de l'équipe, Simeone, c'est bloc bas, on défend bien et on profite de toutes les possibilités de contre-attaque. Donc là, ça ne correspond pas. Ce type d'organisation ne correspond pas ne permet pas au gardien de faire quelque part ce que nous souhaitons. Un gardien qui va jouer haut, qui va réduire les espaces, parce que les espaces sont déjà réduits par le fait que le bloc de l'équipe est bas. Donc il ne s'agit pas de dire à Thibaut d'aller à contrario de ce que demande Simeone, ça serait absolument stupide. Donc il va être très visible, Thibaut, par les arrêts. Parce qu'il ne sort pas trop sur les centres, parce qu'il y a des monstres devant lui. Et par contre, sur les arrêts, il est... Tu penses qu'un gardien stagne dans ce type de configuration ? Il y a un manque, quelque part il y a un manque, parce qu'il est il est un peu enfermé quand même dans un style, et qui... pour moi, peut être préjudiciable pour son évolution. On parle d'Oblak. Oblak est un top. D'abord, c'est un top mec, un top garçon. Et puis après, c'est un top gardien sur sa ligne. Aujourd'hui, il est difficile d'évaluer Oblak sur des espaces à gérer, sur du jeu au pied, dans le domaine aérien, parce qu'il n'est quasiment pas sollicité dans ce domaine. Il a quelques 1 contre 1, puis après, c'est les arrêts, réflexes, et là, c'est du Lloris, c'est du De Gea, mais au-delà. Pour parler de Chelsea plus globalement, avant de parler de terrain et des spécificités du gardien de but, comment tu travailles avec eux, etc. Tu as passé 15 ans à Chelsea. 15 ans, c'est énorme, surtout dans un club étranger comme celui-là. Surtout dans un club où le turnover des staffs est peut-être unique en Europe. Surtout que finalement, les résultats sont toujours bons, ou pratiquement. Et j'irais même dire que c'est dans les saisons où c'est le feu. Tu gagnes une Ligue des Champions, une deuxième Ligue des Champions, tu vires ton coach en cours de saison. Comment t'expliques ce club particulier qui est pour moi un modèle unique, c'est-à-dire on a besoin de stabilité en réalité dans les clubs. Chelsea montre, c'est pas l'inverse totalement, mais en tout cas que ça bouge beaucoup et que ça gagne encore. Comment t'expliques ça ? Ça serait facile de le dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a gagné, presque à chaque fois qu'on a gagné une compétition européenne, il y a eu un changement de coach, notamment les deux Ligues des Champions, avec André Villas-Boas qui part, Di Matteo qui arrive, Lampard qui part, Thomas Tuchel qui arrive. Il y a Mauricio Sarri qui a gagné l'Europa League en faisant qu'une saison. Comment j'explique ça ? Je pense qu'il y avait... c'est dans les gènes du club. C'est dans les gènes du club, même si l'époque a changé entre 2007 et de 2007 à 2015-2016. On avait des leaders. C'était impressionnant. Quand je suis arrivé à Chelsea, il y avait quasiment des leaders. Il y avait des fortes têtes, des mecs. Si je commence à énumérer, entre Drogba, Lampard, Thierry, Cech, Ashley Cole, Anelka qui arrive rapidement, Essien, Malouda, c'est que des gagnants. C'est que des mecs qui veulent performer et gagner. Donc, à la rigueur, quel que soit l'entraîneur, les mecs, ils ne sont pas sur le terrain pour plaisanter. Et à l'entraînement, ça ne plaisante pas du tout. J'ai vu des choses à l'entraînement que je n'avais jamais vues en France. Mais jamais. Dans l'intention, tu veux dire ? Dans l'intention et puis dans l'agressivité. Et j'ai vu une fois, un vendredi veille de match, Petre recevant un ballon, faisant une touche, presque une touche de trop, John Terry qui arrive, il l'ouvre un petit peu ici. Et je dis à John, on est vendredi. Il avait qu'à jouer plus vite. Et Petre, il dit rien. Et ça, en France, c'est impossible. Quand on voyait, j'ai vu un jour Gaël Kakuta, son premier entraînement, il fait un petit pont sur Ballack. Et je dis à Gaël, cache-toi un petit peu. Gaël, il ne se cache pas. Il s'est fait démonter par Ballack dans les 5 minutes qu'on suivit.
Allez, on va passer à la partie un peu plus terrain, Ouais. même si on a parlé du terrain dans la première partie causerie, mais là sur les spécificités du gardien de but, comment... Parce que tu as fait 3 jobs en réalité à Chelsea, entraîneur des gardiens de but, tu as fait à la cellule recrutement aussi, Mhm. et tu as fait, alors le mot est peut-être pas bon du coup, mais les gardiens qui allaient en prêt donc, dans les autres clubs, tu étais là aussi pour faire des rapports, notamment leur donner encore des conseils. Est-ce que j'ai bon? C'est ça les 3 jobs que tu as fait à Chelsea? Ouais, bon, le premier de 2007 à 2016, c'était Ouais. vraiment avec l'équipe première. Donc là, je crois que c'est 502 matchs sur le banc, donc ça commence à peser. Mais toujours avec un œil sur le recrutement. Je voyais je ne sais combien d'images ou d'extraits de matchs par semaine, parce qu'il fallait toujours préparer et trouver peut-être le jeune talent de demain. Donc il y avait ça, et puis j'invitais les entraîneurs, les coachs gardiens de l'académie à venir partager les séances, parce qu'il y avait des différences, on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde, donc je les invitais à participer. Et puis quand l'aventure s'est arrêtée en 2016 avec l'équipe première, bon, le club ne m'a pas donné l'accord pour que j'aille avec Petr à Arsenal. M. Abramovich avait dit un, mais pas deux. Et je respecte. Donc j'ai eu la possibilité de travailler donc avec le Loan Department, le département des joueurs en prêt. Où Il y en a beaucoup à Chelsea en plus. Alors il y en a eu beaucoup, il y en a moins, hein, parce que en vrai. plus les règlements internationaux changent. On a eu jusqu'à 52 joueurs prêtés, je crois. Et là, cette année, on était à 22 ou 23. Ce qui est pas mal. Et cette année, on avait 5 gardiens, quand même, sur les 22-23, de 17 à 23 ans. Et donc là, c'était très, très intéressant, parce que pourquoi, alors, si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail, c'est le département prêt, c'est pour permettre à des joueurs d'avoir du temps de jeu dans des matchs, ce qu'on dit en anglais, des main games. Donc des matchs d'hommes, pas des matchs de réserve, parce qu'en Angleterre, il y a un championnat des réserves, mais il y a pas, c'est pas comme en France, une réserve peut jouer en National 2 ou en National 3, se confronter à des vieux briscards. En Angleterre, c'est pas le cas. Donc donner du temps de jeu, ça a été initié par Michael Emenalo, l'ancien directeur sportif du club. Ça a été initié, ça a été réfléchi dans les années 2010-2011. Et c'est pour ça qu'on a vu des garçons comme De Bruyne partir en prêt, quand même. Donc les gardiens, c'est à la fois regarder tous leurs matchs, analyser 90% de leurs matchs, préparer des vidéos, leur envoyer, se faire des visios quand ils sont loin, et se déplacer dans les clubs pour les visiter, à savoir rester 2 ou 3 jours, participer aux entraînements, établir une collaboration assez étroite avec l'entraîneur des gardiens du club en question, voir le staff. J'ai noué des liens extraordinaires avec des gens, et c'est pas forcément que du très 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 haut niveau. C'est de la Championship, c'est pas mal. C'est de la Ligue 1, la 3e division, de la Ligue 2, la 4e division, de la Conference League, la 5e division. Cette année, j'en avais même 2 qui étaient en 7e division anglaise. Et bon, là, des fois, par contre, c'est un petit peu... Vous vous retrouvez sur des stades, mais c'est du football anglais, et ils apprennent beaucoup, parce qu'ils jouent. Ils jouent. Et ça, c'est une chose qui est primordiale. Ils jouent. Alors que peut-être qu'ils auraient fait, les gardiens en question auraient fait 6 matchs en U18, 3 avec la réserve. Là, ils ont enchaîné un certain nombre de matchs. J'ai un gardien, Nathan Baxter, qui est prêté depuis qu'il a 17 ans et demi. Il a commencé en Ligue Conférence Sud. Donc c'est en dessous de la Ligue 2. Ah, c'est en dessous. Encore. D'accord. Il a commencé à Metropolitan Police. Aujourd'hui, il a prouvé cette année qu'il était un gardien de Championship avec sans doute les critères pour aller en Première Ligue. Il est rendu à 190 matchs senior à 22 ans et demi, 23 ans. En tant qu'entraîneur, donc on a parlé de beaucoup de ta relation avec Petr Cech, donc on développera dans quelques instants. Mais est-ce que la relation avec ces gardiens, de manière générale, elle doit forcément dépasser le cadre professionnel? Parce qu'on a cette sensation-là, plus peut-être avec les gardiens qu'avec les joueurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait presque une amitié, peut-être le mot n'est pas bon, mais en tout cas une proximité très très forte au-delà du monde pro. Tu es d'accord avec ça? Il faut qu'il y ait une confiance. Une confiance d'homme à homme. Avant la relation entraîneur-entraîné, il faut qu'il y ait vraiment cette confiance, qu'il n'y en a pas un qui mente à l'autre, et de façon à ce que les choses soient toujours transparentes.
C'est indispensable. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Alors pourquoi il y a ce rapprochement qu'on ne peut pas forcément avoir avec les joueurs? C'est parce qu'on est un petit groupe. On ne se retrouve pas à 25. On se retrouve à 3, 4. Donc forcément, les échanges sont multipliés. C'est comme une classe avec des élèves. Une classe de 10, bah, ça va fonctionner différemment qu'une classe de 35. Là, c'est pareil. Et puis on commence un peu avant les joueurs. Mais je ne veux pas chercher à différencier, à dire les gardiens sont des gens à part. Oui, ils sont un petit peu à part. Mais ce sont des joueurs de foot. Ce sont des joueurs de foot. Mais eux, ils ont le droit d'utiliser leurs mains. Et après, le fait qu'il y ait une partie un peu plus spécifique favorise le rapprochement, favorise l'échange. Et donc, on passe plus de temps ensemble que les joueurs ne passent avec l'entraîneur principal ou le staff. Ça, c'est évident. Je remercierai jamais assez le ciel parce que les relations avec les gardiens ont quasiment toujours été très, très constructives, très, très positives. Et ça permet aussi à l'entraîneur de progresser, d'avancer. Un mec comme Cech, il m'a fait progresser en tant qu'entraîneur de gardien. Il avait une telle exigence de performance. Voilà, il est tombé sur le bon mec parce que j'adorais chercher, donc ça tombait bien. Mais il m'a fait énormément progresser. Et Thibaut m'a fait progresser. Begovic, je me souviens de séances avec Begovic qui était numéro 2 de Thibaut, où j'ai mis en place avec un ami préparateur physique de très haut niveau qui s'appelle Fabien Richard. On a mis en place des tests spécifiques gardiens sur la pliométrie, sur la détente, sur la force-vitesse. Et comme Begovic était numéro 2, j'ai un peu plus travaillé avec lui qu'avec Thibaut qui était numéro 1. Et on a fait des trucs avec Begovic, on a passé du temps sur le terrain, mais c'était absolument génial. Et quand votre gardien vous dit à mi-parcours d'un cycle de travail, coach, je vole, bah, il ne me dit plus rien, c'est bon, tu m'as tout dit. Tu m'as tout dit. C'est des relations comme ça. Le mec vous fait part de son ressenti et ça vous pousse encore à chercher. Bon, je sais pas, vous avez dû vous renseigner un petit peu avant, mais j'adore chercher, j'adore aller puiser quelque part, j'adore voir, j'ai pas l'occasion souvent de le faire, mais tirer au meilleur, là j'attends, j'en parle souvent actuellement, parce que je leur mets la pression, je veux rentrer à l'Opéra de Paris pour rencontrer les chorégraphes et les préparateurs physiques, parce que la fluidité des corps, l'équilibre des corps des danseurs, ça m'interpelle, et je suis sûr qu'il y a des choses à prendre, et là ça fait 5 ans que j'essaie d'ouvrir la porte. Mais ils pensent que je vais leur voler des idées. Mais j'ai rien à leur voler, moi j'ai juste à écouter et échanger avec eux. Mais je vais y arriver, je grappille. La boxe m'intéresse, on a fait des trucs de boxe avec Jamal Blackman, le gardien dont je parlais, quand il jouait à Sheffield United. Il avait des cours de boxe personnels. 2,03 m, le mec il a une allonge terrible en plus, mais on le faisait travailler, pas toujours, il est droitier, on le faisait pas toujours travailler comme ça, on le faisait travailler comme ça aussi. C'était hyper complémentaire. Le trampoline, et ça je remercierai jamais assez Philippe Bergerot, à Clairefontaine, de m'avoir interpellé sur le trampoline. Et j'ai fait des recherches, et je me suis entouré d'entraîneurs spécialistes pour aller plus loin. On a commencé au FC Nantes dans les années 90. Hein. On est un peu quasiment dans la pluridisciplinarité. Un mec comme Cech, il a fait du hockey, il a fait de l'athlé, il a fait du judo. Et hockey, il joue. Hein. Il est licencié dans un club de hockey sur glace. Et s'il y a un problème avec le gardien de l'équipe première, qui est une équipe professionnelle, je pense qu'il pourrait disputer le challenge avec le numéro 2. Donc on est dans la recherche de ce que peuvent apporter d'autres sports. Et puis si on commence à parler de l'aspect visuel, la vision centrale et la vision périphérique, je dirais même la conscience périphérique, moi ce qui m'intéresse c'est que je vous vois vous, mais si je commence à bouger la tête, là, il y a un moment de latence. Mon cerveau il est en 3D, mais à un moment donné il faut qu'il s'adapte, parce que le plus important c'est pas les yeux, c'est le cerveau. D'accord, les yeux ne font que transmettre au cerveau des informations. Donc moi j'ai à bouger la tête, plus je suis lucide. Donc un gardien, on va travailler sur quoi? On va travailler sur petit à petit un élargissement de la conscience périphérique pour qu'il ait, en ayant une position corporelle adéquate, qu'il ait à moins bouger la tête, qu'il bouge la tête le moins possible et qu'il prenne un maximum d'informations. Prendre des informations, ça veut dire je peux communiquer ce que je vois et je peux prendre des décisions peut-être plus rapidement. Et ça, c'est extraordinaire. On a fait un travail, des travaux avec Cech là-dessus, avec des robots de tennis de table, avec des choses avec les gardiens. À un moment donné, il y avait des gens qui passaient des fois dans la salle où on était à Cobham. Les mecs se demandaient, mais c'est quoi cette récréation? Ça criait de partout, ça prenait des infos, parce que c'était ludique. Moi, j'en ai ras-le-bol de voir, j'en ai vraiment ras-le-bol de voir sur Internet des entraînements mécaniques. En anglais, on dit robotique. À savoir, vous savez, les gardiens savent où va aller le ballon. Mais en match, on sait où va aller le ballon? Non, il faut s'adapter. On est là pour réduire les incertitudes.
Alors le truc habituel, je t'envoie un ballon à droite, tu te relèves, je t'envoie un ballon à gauche, et après il faut aller chercher un ballon en haut. Ouais, d'accord, bah, j'y vais. Il y a des gardiens qui aiment ça. Hein. Il y a des gardiens qui aiment ce confort-là. Moi, je ne supporte pas. On travaille que dans la dernière milliseconde d'intervention du gardien. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi je fais ce geste? Alors, il faut chercher, il faut bosser un peu. Il faut bosser pour trouver des exercices qui vont faire prendre conscience au gardien que la conclusion de l'exercice, c'est parce qu'il s'est passé ça ici avant. Si on a le temps, je vous raconte une anecdote. Je fais un entraînement au FC Nantes avec tout seul avec un gardien. Je pense que c'était Laurent Astier, le gars dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je lui fais un exercice bidon. Mais à l'époque, je ne pensais pas que c'était bidon. Mais c'était vraiment un truc bidon. À savoir que je lui fais faire... il est sur les 5,50. Il m'envoie un ballon à 30 mètres. Et je lui demande de tourner très vite autour du but, de revenir se placer. Moi, j'ai contrôlé, j'avance et je lui mets une mine. Alors, et là, je vois Reynald Denex qui passe, qui revient de son footing. Il s'arrête, il regarde, allez, 1 minute. Et il s'en va, sans rien dire. Et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, il me dit, Christophe, j'ai vu ton exercice. J'ai dit, oui, j'ai vu. J'ai vu que vous aviez vu. Non, j'ai vu que tu avais vu, parce que Reynald, je tutoie, mais Coco, je ne peux pas. Et il me dit, pourquoi tu faisais ça? Et je lui dis, bah, je mettais le gardien sous tension, gros effort, sprinter à fond. Et je sais que je vais m'en prendre une. Je la vois arriver. Il me dit, t'as déjà vu un gardien pendant le match courir autour de son but? Je dis, punaise. Merci Reynald. Fermeture bouquin et feuille blanche avant pour chaque préparation d'entraînement. Ce que j'adore voir, c'est les gardiens arriver, et j'ai le souvenir de Petre, voir Thibaut, voir Hilario, voir Begovic, arriver sur le terrain, l'aire des gardiens, et commencer à scruter la zone des gardiens et se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, déjà, vous êtes dans l'échauffement mental. Les mecs sont en train de se poser. Et je les entendais, je les voyais. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu penses que c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis des fois, je leur disais, bon, on fait quoi aujourd'hui? Bah là, on va faire ça. Alors, des fois, ils avaient compris cette position-là, on va travailler sur telle... Et c'est ça qui est génial. Parce que je connais aussi des gardiens qui me disent, le lundi, on sait ce qu'on fait, le mardi, on sait ce qu'on fait, le mercredi, etc., etc. Vous vous rendez compte, faire un métier répétitif, comme moi, je pourrais pas. Sincèrement, je ne pourrais pas. Mais il faut toujours rester en rapport avec la compétition et la mise en la performance sur tout ça. Il ne faut pas changer pour changer. Peut-être que parfois il m'est arrivé de trop changer pour changer. Mais juste un truc, je disais toujours aux gardiens pendant mes séances, arrêtez. Si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, qui ne correspond pas, parce que dans ma préparation, j'ai imaginé le truc, j'ai réfléchi, globalement il me faut 1h30 pour préparer une séance. J'ai arrêtez-moi et faites-moi part de votre ressenti, on modifie l'exercice. Il n'y a aucun problème. Et c'est arrivé quelquefois. On a parlé de Rennes et du coup de Sech. Moi, j'aimerais savoir comment la rencontre elle s'est faite, parce que c'est quand même évidemment que tu as vécu par ton travail avant tout. Mais c'est vrai que la relation avec Petre t'ouvre les portes de Chelsea notamment. Mais comment s'est faite voilà, il t'a vu sur un terrain? Est-ce que tu es allé lui parler? Comment ça se fait à Rennes? Je l'avais observé un petit peu sur la finale, sur le championnat d'Europe Espoir. Il joue la finale contre la France et contre Michael Landreau d'ailleurs. Et il gagne. Et quand Rennes, quand Pierre Dréossi me dit tiens, on aurait peut-être la possibilité d'avoir Petr Cech, waouh, c'est pas mal. Hein, et là, je regarde une cassette, à l'époque c'est une cassette, hein, j'avais le droit à une cassette. Et je regarde la cassette et on me demande simplement un avis. On ne me dit pas, il faut que tu nous dises si on doit prendre. J'étais à la formation, donc ça c'était pour l'équipe première. Je dis, bah, écoutez, je pense que ça peut être bien, ça peut être très bien ce garçon. Voilà. Et puis ils arrivent à faire. Et donc la première année, on ne travaille pas ensemble. On ne travaille pas du tout ensemble. Et la première fois qu'on se croise, c'est après un match. C'est après un match et on se croise et je me présente. Je dis bonjour, Christophe Lolichon, entraîneur des gardiens du centre. Ah, Petre. Hein. Et il me dit, vous pensez quoi de... Il me vous voit toujours, Petre. Hein. C'est pas une requête de ma part. Et à l'époque, il me dit, ouais, vous pensez quoi de mon match? Et je crois qu'ils avaient gagné 1-0. Et puis il avait fait, en effet, il avait fait des arrêts. Et lui s'attendait à ce que je dise, waouh, ouais, pouf, bien. Hein. Et je lui dis, ouais, pas mal. Je lui dis, pas mal, mais je crois que tu peux prendre beaucoup plus de place que ça. Il me regarde, il me dit, comment ça?
J'ai dit, t'as vu la taille que tu fais? J'ai dit, tu peux prendre beaucoup plus tu peux influencer beaucoup plus le jeu par une position de départ différente. Et là, les yeux, pouf, ça s'ouvre. Et on se recroise, on rediscute, on parle, il nous arrive de parler de ces matchs. Et j'ai l'impression qu'il veut en effet jouer un peu différemment, mais comme on ne travaille pas ensemble, c'est compliqué. Alors comment ça se passe après? Les terrains d'entraînement de la formation et des pros, il y a une visibilité. Et en plus, il y a Eric Durand, qui est numéro 2 de Petr Cech, qui parfois... Oui, Eric Durand. Ça remonte, hein. Et Eric, parfois, vient s'entraîner avec moi à la formation, soit après une blessure. Et puis, Petr m'a dit plus tard, Petr demande à Eric, vous avez fait quoi? Puis il dit, on a fait ça, on a fait des trucs. Puis là, au départ, j'avais du mal à comprendre ce qu'il voulait. Et ça interpelle Petr. Et Petr regarde. Et à la fin de sa première saison, il dit à Rennes, ouais, je peux rester une saison de plus, mais je voudrais travailler avec le mec de la formation. Et là, Pierre Rossi vient me voir et me dit, bon, j'ai deux questions. La première, est-ce que Chéniaud peut réussir? Je lui dis oui. Bah, finalement, je me suis un peu planté. Et la deuxième, chez les pros l'année prochaine, ça te dit? Puis là, je fais, waouh. Petr Cech était très bien éduqué techniquement déjà. Il y avait des choses intéressantes qu'il faisait déjà bien, parce qu'il y a une bonne école de gardien. Et puis on a travaillé sur des détails techniques. Je pense notamment à l'effacement, cette capacité à enlever la jambe très rapidement pour chuter très vite sur un ballon au sol, que Petr maîtrisait bien, mais il pouvait faire beaucoup mieux. Il est devenu monumental après là-dessus. Et puis sur l'aspect tactique, là j'ai dit, mon grand, moi je te vois très influent, très très influent. Maintenant il faut que ça ait du sens pour toi, je ne vais pas te forcer. Et je répète souvent cette anecdote, mais notre premier match amical ensemble, c'est à Deauville contre Le Havre. Et je vois Petr en première mi-temps essayer de jouer haut, mais toujours regarder derrière où est son but. Il essaye, mais il n'est pas... Et à la mi-temps, je vais voir l'arbitre et je dis à l'arbitre, monsieur l'arbitre, vous me permettez de mettre de l'élasto sur la pelouse? Le mec m'a dit, de l'élasto sur la pelouse? Je dis, pourquoi? J'ai besoin de faire des marques. J'ai pas de chaud, j'ai rien, donc il faut que je fasse des marques sur la pelouse. Il me dit, c'est pourquoi? C'est pour Petr Cech, c'est pour le gardien. Il faut que je lui fasse des repères pour qu'il comprenne vite. Et il va comprendre vite. L'arbitre me dit, ok, pas de problème. Et je prolonge le but. Je fais une croix sur les 5,50 comme si je mettais le but sur les 5,50. Je mets une croix avec de l'élasto sur la ligne du point de pénalty comme si le but était sur le point de pénalty. Et je fais la même chose sur les 16,50. Donc une espèce de couloir comme si le but coulissait. Et je vais voir Petr dans le vestiaire et je lui dis, bon, maintenant arrête de te retourner, j'ai mis des trucs, tu vas voir le but sans arrêt. Tu vas voir des croix, c'est le but. Donc tu sais où est ton but, arrête de te retourner et pense, regarde devant. Il me regarde, il fait, ah ouais. Il va sur le terrain, 45 minutes, presque plié. Tu le suis quelques années plus tard, pas tout de suite, mais il t'appelle quelques années plus tard à Chelsea, donc en 2007. Ouais. Est-ce que c'est vrai, on pense tout de suite à la finale de 2012. Je pense qu'on a dû te la répéter 50 fois face au Bayern Munich où il arrête deux tirs au but plus un en prolongue, c'est ça? Non, il arrête un penalty à la 94e face à Robben. Exact. Et il en arrête deux pendant les tirs au but. Exactement. Ouais. Comment tu la travailles cette finale? Allez, on y va. Parce que tu travailles les tirs au but, forcément. Ouais, mais ça faisait un petit bout de temps que j'avais commencé à m'intéresser aux tirs au but. Déjà, quand Petr était à Rennes, on avait travaillé sur des doubles feintes, triples feintes pour influencer l'adversaire. Ça avait marché contre Angers et Toulouse, d'ailleurs, en Coupe de France. Et là, en Angleterre, je pousse encore, je me prends du temps pour chercher. Et quand arrive cette finale, bon, j'avais préparé sur les tours précédents, notamment le Barça. Il y avait les demi-finales contre le Barça où on se qualifie à 10 contre 11 quand même sur le match retour. Et là, j'ai 3 semaines. 3 semaines pour préparer la finale. Et dès qu'on se qualifie contre le Barça, je dis à nos analystes, une super équipe d'analystes à Chelsea, des vidéomans, je leur dis, je veux tous les pénaltys de 2007 à 2012 tirés, des joueurs qui seront potentiellement sur la feuille et donc tireurs. Du Bayern. 31 minutes de pénalty. C'est super long. C'est super long. Et même très chiant parfois. Et je me l'ai fait. Alors en même temps, j'ai vraiment ce désir de partager cette préparation avec les autres gardiens. Jamal Blackman, Ross Turnbull,
et Enrique Hilario, qui est l'actuel entraîneur des gardiens de l'équipe première. J'ai dit, les gars, c'est notre aventure. Ça va être notre travail. On va tout faire pour permettre à Pet d'être performant, mais on va tous contribuer, c'est pas que moi. Et je leur donne à chacun un joueur offensif du Bayern. Donc Ross, je ne sais plus qui, Ross Turnbull, il a Müller, je ne sais plus les autres. Et je leur dis, vous faites comme vous voulez, je ne vous donne aucune indication, vous m'observez ce joueur, vous observez, je vous donne des images, voilà, et vous regardez s'il y a des routines, dans le jeu, hein, je parle, hein, ce n'était pas les pénaltys. Et moi, je me fais le même travail, donc je double le travail, et en plus, je me fais les pénaltys. Et là, 31 minutes, et là, je décore ma maison de paperboard, sans blague, hein, et les tapisseries, on ne la voyait plus, et je note, j'ai 15 points d'analyse sur chaque penalty de chaque joueur. Donc 31 minutes, il y a quelques ralentis quand même, et je cherche. Au départ, j'avais 13 points, j'en rajoute 2, à savoir que je commence à étudier le penalty à partir du moment où le gars pose le ballon sur le point de penalty. Et là, je dissèque. J'arrête les images, tac, ah, tiens, il a changé ça. J'avais déjà commencé à le faire depuis un certain temps. Et pourquoi je fais ça là? Parce qu'en 2008, quand on perd à Moscou contre Manchester United, j'ai oublié de dire un truc à un joueur. Et j'ai dit plus jamais ça. C'est à partir de la finale de 2008 que je me concentre beaucoup sur les pénaltys. Je ne fais pas que ça, mais les pénaltys m'interpellent, parce qu'on perd au pénalty. Tu avais une information en 2008 que tu as oublié de dire qui pouvait être importante. Ouais, j'avais vu un truc et j'ai pas, parce que ça faisait 6 mois que j'étais au club. Non, ça faisait 8 mois que j'étais au club et j'ai peut-être pas osé. Et j'ai oublié de dire au mec qu'à un moment donné, comment il s'appelle, le gardien de Manchester à l'époque, c'était le grand Hollandais. Van der Sar. Van der Sar. Que Van der Sar, il partait toujours à droite, sur sa droite face à un droitier et sur sa gauche face à un gaucher. Et Nicolas, il a même mi-hauteur, pile poil pour que le gardien arrête. Peut-être que si je dis à Nico, fais attention Nico, ça serait plus bien de la mettre sur son côté gauche à lui. Et je me suis dit après la finale, tellement déçu, je dis plus jamais ça. Et là j'ai commencé à bosser, donc j'ai mis 5 points, 8 points, 10 points, et je suis arrivé à 15. Après c'était 15 points, je pense que je suis un petit peu au taquet. Et j'avais des fiches très précises. Et donc j'analyse ça et j'en fais paraître petit à petit pendant les 3 semaines. Je dis tiens, regarde, je t'ai préparé un montage sur ce joueur-là. Je ne vais pas tout le mettre d'un seul coup. Un montage sur ce joueur-là. Et Petr adore. Et puis il a une capacité d'enregistrement. Lui, c'est un ordinateur ambulant. C'est impressionnant. Et puis je dis aux autres gardiens, je dis jetez un coup d'œil. Et on avait quasiment les mêmes conclusions. Et quand arrive le jour de la finale, on se réunit dans ma chambre le samedi matin. Et je demandais toujours, si possible, une chambre avec des grands murs blancs. Et j'avais mon vidéoprojecteur, on faisait séance cinéma. Les mecs étaient sur mon lit. C'est vraiment, ça se fait naturellement. Et les mecs arrivent, les gardiens arrivent, et je leur dis alors, vous avez fait votre préparation sur les joueurs? Je m'attendais à tout, mais à tout, et à rien. Et chaque joueur, chaque gardien, Enrique, Ross Turnbull et Jamal, ils me sortent le petit bout de papier. Ils disent voilà. Alors j'ai dit Ross, c'est Jamal qui avait commencé. Jamal avait commencé. Waouh! Il me fait un truc. Alors j'ai vu ça. Papa. Pet, t'en penses quoi? Bah ouais, c'est vrai, moi j'ai vu ça. Pet avait les images en général, des images sélectionnées. Il dit ouais, ça confirme ce que j'ai vu. Donc pouf, Ross, pareil. Enrique, pareil. Et au lieu de faire une séance, sans blague, au lieu de faire une séance de 20 minutes, normalement c'est 20 minutes maxi, hein, on est resté quasiment 45 minutes dans ma chambre. Ah mais t'as vu ici, peut-être que là... J'ai dit les gars, on va pas faire 1h30 non plus, mais passionné. Et Pet qui prenait tout. Le match arrive, le pénalty de Robben, et la Robben, statistiquement, est-ce qu'on peut parler de statistiques sur un nombre de pénaltys relativement restreint malgré tout? Robben est un ami de Petr Cech, ils ont joué ensemble, et ils sont copains, très copains. Quand il est frustré et fatigué, il tire toujours sur la gauche du gardien. Toujours. On est à la 94e. Comme on a égalisé à la 88e, il est là, il est très énervé. Et on se dit avec Petr, il ne faut pas lui montrer que tu sais. Il ne faut pas que tu partes. S'il est en pleine lucarne, il la mettra. On applaudira et basta. Mais il ne faut pas que tu partes. Il faut que tu montres rien. Et Petr ne part pas.
Et Robben, bon, il met un penalty pas terrible du tout. Hein. Mais Petre part au dernier moment, il l'arrête avec la cuisse. Et je me souviens sur le banc, il y a Steve Holland qui était assistant, qui est maintenant l'assistant de Southgate avec l'équipe d'Angleterre. Steve Holland me dit, oh, quand le penalty est sifflé, d'abord quand le penalty est sifflé, Didier Drogba, il est abattu, parce que c'est lui qui fait la faute sur Ribéry. Il est abattu, et Petre vient le voir, lui dit, hey, mon garçon, je l'arrête. T'inquiète, je l'arrête, je sais où il va la mettre. Didier le regarde, Didier, il ne sait même plus où il est. Il dit, on en a parlé après. Il dit, waouh, ok. Et Steve Holland me dit, oh, Christophe, on n'est pas vernis, c'est pas, il me dit ça en anglais, bien sûr. Je dis, t'inquiète, tout va bien se passer, Steve. Ouais, je fais le beau, hein. Je fais le beau, parce que je répète, s'il la met en pleine lucarne, je suis mort. Et puis, j'y vais la mettre à gauche de Petre. L'autre, il me regarde, et il fait, on est vénard. On est un peu vénard aussi, mais on l'a bossé. Petre, si on n'avait pas mis en place cette petite mécanique, ça aurait peut-être changé le cours des choses, que si on prenait le penalty là, sincèrement, c'était un peu mort. Et puis la séance arrive, et là Petre arrive. Il a déjà un peu gagné mentalement quand elle arrive. Hein. Ouais. Même si évidemment on le travaille en plus. Ouais, même si sur le but, Petre n'est pas super décisif. Ouais. Mais le penalty arrêté rattrape tout. Et puis il prend de plus en plus de place, je sens. Pendant les prolongations, c'est marrant, j'ai cette impression de force. Et il vient, sitôt à la fin des prolongations, il vient vers le banc. Là, je suis avec Jamal, Ross et Enrique. Et il dit, bon, alors. Et là, il y a Enrique qui lui dit, hé mon garçon, on a tout vu, on a tout étudié. Tu as une mémoire d'éléphant, et maintenant tu fais le job, mon garçon. C'est à toi. Et Pet, je me souviens très bien, Pet qui fait, il n'y a pas de problème, ok, j'y vais. Et il part, comme ça. Là, je me dis, bon sang, si les planètes sont alignées, ça va être dingue ce truc. Ça va être dingue ce truc. Et puis j'avais analysé aussi, comme si j'avais eu du temps, j'avais analysé Neuer, pour savoir si Neuer avait des routines. Et j'avais vu un truc. Sur Drogba ? Ouais, j'avais vu un truc. Donc, sur le dernier penalty ? Sur tous les penaltys. Ah, surtout ? Sur tous les penaltys. Et j'ose pas. J'ose pas aller le dire aux joueurs parce que je me dis, s'il ne fait pas ça. Ouais. Et je vais voir Di Matteo et je dis à Roberto, j'ai vu un truc sur Neuer, mais il me faut ton autorisation. C'est pas moi qui vais décider de. Et là, Roberto, il n'est plus là. Mais c'est pendant le match ? Non, avant la séance de penalty. Juste avant la séance de penalty ? Oui, juste avant la séance. Ah ouais, d'accord. Donc avant, tu n'as rien dit ? Ah non, rien. Non, j'étais assez... Oui, bien sûr. Ouais. Et puis je vais voir Roberto, il fait... Oui, vas-y. Je vais voir les joueurs et je leur dis rapidement ce que j'ai vu. Et j'ai dit, après, c'est vous qui décidez. Attention. Et ça repose sur 2 séances de penalty. Ah, mais tu as quand même une responsabilité. Ouais, mais je leur dis... Ouais. Et puis le dernier, c'est Didier. Hein. Et Didier, quand il quitte l'Eurocentral, il me fait ça. Tu lui dis quoi, en fait ? Je lui préconise un côté. D'accord. Voilà, parce que Neuer a une routine. Et pendant la séance de penalty, je ne vais pas donner tout le détail, pendant la séance de penalty, il la change. Mais je l'ai vu simplement sur 2 séances de penalty. Mais j'ai mis un temps fou à me rendre compte. Hein. J'ai passé, sans blague, sur Neuer, j'ai passé pas autant de temps que sur les 31 minutes, mais j'ai passé un temps fou. Le moment du penalty, si c'était une série de penalty, papa. Et à un moment, je vois un truc. Je dis, tiens, marrant, 2 fois. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Puis, les planètes s'alignaient, quoi. Puis ça a marché. C'est vrai que tu as parlé quand tu cites les gardiens qu'on a, on n'a pas parlé d'un d'ailleurs, mais Courtois 2 mètres, Setch 1,96, tu les as cités tout à l'heure. On parlera de Mendy aussi qui a fait un 94. Ah non, il fait un 96,5. Un 96,5, bon, encore pire non, mais encore plus grand. J'ai entendu récemment Fabien Barthez, qui est quand même un mythe des gardiens français, qui disait sur France Bleu, d'ailleurs pour les citer, il disait aujourd'hui un gardien qui a une taille en dessous d'un 90, en gros il disait, moi par exemple j'aurais jamais pu faire carrière aujourd'hui parce que la taille... Pour un gardien de but, c'est pratiquement primordial. Quand on regarde tes gardiens de but, on a quand même envie de se dire, ouais, ça a l'air d'être un prérequis. Évidemment, ce n'est pas le truc indispensable, ou en tout cas, ça ne suffit pas, mais ça a l'air d'être un prérequis. Est-ce que tu assumes ça? Ah, totalement.
Totalement, et à 100%. La preuve, c'est que dans tous les clubs où je vais, je demande, pour le recrutement des jeunes, je demande à ce qu'on fasse une radio du poignet. Alors, il y en a qui disent, c'est pas normal, on ne peut pas sélectionner à cause d'un truc physique, etc. Et je dis, comment font les basketteurs? Comment font les volleyeurs? Parce que moi, je vais promettre à un gamin qui a 14 ans, qui va devenir pro, peut-être pro, et que finalement, je m'aperçois à 18 ans qu'il a atteint sa taille maximale à 1,85 m. Il va peut-être devenir pro, mais peut-être pas au niveau qu'il espérait. 1,85 pour toi, déjà, c'est trop Ah, petit, entre guillemets. alors, bon. Non, mais vas-y. Mais je sais très bien, on peut devenir professionnel à 1,85 m. On peut devenir professionnel à 1,82 m. Bien sûr. Mais on ne peut pas jouer partout. On ne peut pas jouer partout. Petr Cech, Thibaut Courtois, ils peuvent jouer partout dans le monde. Partout. À 1,82 m, on ne peut pas jouer en Angleterre. Voilà, c'est clair. Mais par contre, la taille n'est pas le seul élément. Si on fait 1,97 m et qu'on est lent comme un tracteur, bah, je préfère prendre un gardien d'1,87 m qui va être une fusée. C'est évident. Mais mon boulot à moi, c'est de chercher ce qui se rapproche de ce que je pense être la quasi-perfection. Donc grand, explosif, un bon jeu au pied et intelligent, on est pas mal. Ederson à City fait 1,89 m. Peut-être même un peu surévalué. Il fait 1,89 m. C'est un gardien international de très très haut niveau. Il compense son manque de taille par un super jeu au pied. Par contre, dans certains domaines, il est un peu juste parce qu'il n'a pas l'envergure nécessaire. C'est vrai. C'est vrai que d'ailleurs, on parle souvent d'Ederson en disant sur des matchs, parfois l'arrêt qu'il faut faire, il le fait pas. Bon, mais après, c'est un gardien incroyable. Hein, mais c'est un gardien incroyable au niveau du jeu au pied. C'est la plus belle frappe des gardiens en ce moment. Donc oui, la taille, parce que c'est mathématique. Je me suis heurté avec Felipe Scolari, pour être très clair, sur la taille des gardiens. Et il dit, ouais, les gardiens... Alors déjà, lui, il ne voulait pas que les gardiens jouent très haut parce qu'il avait peur du lob, mais il ne pensait que football brésilien, où le milieu de terrain, il a 3h30 pour décider de ce qu'il va faire. Je dis, en Angleterre, Felipe, le milieu de terrain, il a intérêt à faire vite parce que ça lui tombe dessus rapidement. Parce qu'il avait peur que le gardien se fasse lober dès lors qu'il jouait très haut, en pensant que le gars qui allait recevoir le ballon, il allait regarder le gardien. Bon, bref. Et donc, je lui ai expliqué que mathématiquement, physiquement, bah, une grande taille, ça prend plus de place. Si elle a la vitesse avec, ça prend vraiment plus de place. C'est comme l'histoire de la main opposée. Je me souviens, un des adjoints d'Avram Grant ne comprenait pas le truc de la main opposée. Alors, je me suis mis contre un mur et je lui ai montré la main opposée. J'ai dit, tu vois, là, je vais plus loin avec la main opposée. Quand le ballon était à un certain niveau, mon envergure, elle est plus importante avec la main opposée. Il a fallu que je lui démontre, il ne comprenait pas. Bref, tout ça pour dire que la taille, oui, est un élément prépondérant. Et puis, il faut accepter que les jeunes que l'on recrute, on a un jeune gardien à Chelsea, Lucas Bergström, qui est à 2,05 m, finlandais, eh bien forcément, il y a des choses à travailler, il y a des petits manques à certains moments. Déjà, la croissance, il faut la digérer, cette croissance, et vous perdez vos repères, hein, le corps. Se jeter à terre aussi plus... Ouais, mais ça peut aller très vite. Et Andreas Isaksson est sans doute le gardien qui allait le plus vite au sol, que j'ai jamais connu. C'est un 1,99 m. Il allait à une vitesse... Alors, il avait des pieds qui étaient un petit peu... qui étaient à travailler, et j'ai pas eu le temps de bien travailler avec lui à ce niveau-là. Mais au sol, c'était monstrueux de vitesse. J'avais jamais... Ça m'a époustouflé, ça, quand je l'ai vu jouer la première fois. J'ai dit, bah. Voilà, donc profitons des grandes tailles. Et vous savez que la moyenne de taille des gardiens de hockey sur glace, ils ont pris 6 cm en moins de 8 ans. Leur cage est toujours aussi petite. Hein. Par contre, ils prennent plus de place dans le but. Ils sont passés d'1,84,5 à 1,90 m. Dans le haut niveau, hein, je parle du haut niveau, des gardiens de hockey sur glace. Là, on va parler de l'envergure, de la taille, etc. Sur le jeu au pied, est-ce que... Parce qu'on a l'impression qu'en fait, ça c'est le point le plus difficile à faire accepter, notamment pour ceux qui suivent le foot, pour certains. C'est le risque pris au pied. Et on sent aussi certains gardiens d'aujourd'hui, de notre génération, qui ont peut-être un peu de mal à l'intégrer, ça aussi, techniquement. Est-ce que tu as eu du mal par rapport à cette donnée-là, du jeu au pied? Jeu court, jeu long, hein, mais plus jeu court pour le coup. Ouais, parce que le jeu long, tout le monde est capable, voilà. Tous les gardiens pros sont capables de mettre un ballon à 40 mètres. Voilà, exactement. Mais le problème, c'est que l'évolution du foot s'est faite, du poste, a été assez rapide. Ça a commencé avec les changements de règles, on peut plus prendre à la main, etc. Il y a des gardiens qui ont été très très embêtés, hein, dès lors qu'on a plus la possibilité de prendre à la main une passe en retrait, etc. Et puis l'évolution a fait qu'on a cherché à construire, on a cherché à attirer l'adversaire par rapport à des relances courtes, à écarter, etc.
Mais je pense qu'on a mis du temps à réagir au niveau de la formation des gardiens. Et autant, alors même si à Rennes on l'a fait, mais autant à Nantes on mettait souvent les gardiens dans les jeux de conservation, parce que c'est le meilleur moyen de faire progresser les gardiens, c'est de les mettre dans le cœur du jeu. C'est pas simplement de les mettre autour d'un carré où il y a une possession et on se sert des gardiens comme support. Il y a des entraîneurs, j'ai des copains entraîneurs qui ne voient que par ça, parce qu'ils se disent c'est plus réaliste. D'accord, mais le domaine, la pression, elle vient ou elle ne vient pas. Des fois, elle est autorisée, des fois, elle n'est pas autorisée. Et puis, quelque part, le gardien a toujours le jeu devant lui. C'est vrai en match, mais si on le met dans le cœur du jeu, là, il va être obligé de prendre les informations de partout. Et donc, il va être obligé de faire plus vite et limiter ses touches. Et c'est là qu'il va progresser. Donc, les gardiens d'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a eu, je ne sais plus si c'était en mars, avril, il y a eu une succession d'erreurs. Il y a celle d'Edouard, il y a celle de Neuer. Il y a Donnarumma aussi. Il y a Donnarumma, etc. Bon, alors, on est vraisemblablement dans une période de transition où on demande beaucoup aux gardiens, mais tant mieux, ça ne fait qu'enrichir le poste, et puis c'est se servir aussi du fameux 11e joueur. Mais ça demande aussi qu'en amont, au niveau de la formation, on permette aux gardiens d'être beaucoup plus à l'aise dans ce rapport avec le ballon, dans ce rapport à la pression. Même dans mon club, encore quelques jours, j'ai du mal à faire comprendre ça aux coachs de l'académie. Mettez les gamins, et les entraîneurs parfois n'osent pas demander aux coachs, mais allez-y, demandez. J'ai un entraîneur, alors ça n'a pas toujours été, on ne s'est pas toujours bien entendu, mais José Mourinho a toujours accepté ça avec moi. Et je demandais à José régulièrement, dans les jeux de fin d'entraînement, de placer le 3e gardien dans les petits matchs de fin d'entraînement, en tant que joueur libre. Et 90% du cas, il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Alors, ça permettait de tourner. À un moment donné, c'était Thibaut et Pète dans le but, il arrive au milieu, après je faisais tourner. Et ça, c'est génial, parce que d'abord, les gardiens, ils adorent ça. Et Fabien Barthez adorait ça. Et Fabien Barthez a été l'un des initiateurs. C'est vrai. Bien sûr qu'il a été l'un des initiateurs. Et aujourd'hui, il faut regarder des matchs pour avoir un avis sur les gardiens et l'évolution du poste de gardien. Et dire que les gardiens sont formatés, je trouve ça un peu... Alors c'est vrai qu'on a des répétitions de certains gestes techniques, la fameuse croix, etc., mais qui était une vraie évolution positive, qu'on avait commencé, nous, à travailler déjà avec Petre à Rennes, parce qu'on avait pensé au hockey sur glace. Et pour revenir au jeu au pied, celui qui a permis cette évolution, le plus, c'est Pep Guardiola. Et quand est-ce que Neuer est devenu extrêmement performant et un peu l'icône de ce fameux jeu-là? C'est quand Pep Guardiola était au Bayern de Munich. Parce que la sélection allemande s'en est servie. Valdés à Barcelone était un bon gardien, mais il est devenu un très bon gardien dans l'équipe de Barcelone, parce que Valdés, souvenez-vous ce classico Madrid-Barcelone, quand Valdés se plante sur une relance et Benzema marque. Et qu'est-ce qu'on voit? Guardiola, il est comme ça. C'est moi. Continue. Je sais le risque que ça a. Alors en effet, c'est un risque, mais à partir du moment où vous allez former votre gardien, donc je pense que ce n'est pas être précurseur, parce que maintenant on n'est plus précurseur, tout le monde essaie de faire ça, et tant mieux, mais maintenant c'est dans la formation des gardiens qu'il faut habituer nos gardiens à jouer avec cette pression pour être très à l'aise avec les pieds. Voilà, ça c'est primordial. Tiens, j'ai une question du compte Twitter Chelsea France, bien connu, des comptes Twitter de clubs anglais, qui vous remercie d'ailleurs pour votre passage à Chelsea, qui vous félicite, et qui me demande de vous demander, est-ce que ça a été dur en fait de recruter Edouard Mendy après Kepa, qui était un gros investissement, donc 80 millions d'euros, mais en tout cas un gros investissement pour un gardien de but, 2 ans après de devoir recruter un autre gardien de but? Est-ce que ça a été compliqué? Alors, comme vous en doutez, il y a certaines choses confidentielles que je ne peux pas dire. D'abord, vous dire que Kepa a beaucoup progressé ces derniers mois, avec notamment Enrique Hilario. Kepa a compris beaucoup de choses. On s'est aperçu que il y avait encore du travail et que le club avait besoin de challenger le poste de gardien. Comme je l'ai déjà dit, Edouard, je le découvre quand il commence en 2e division à Reims.
je ne connaissais pas avant, hein, jamais entendu parler de lui. Ni au Havre, ni à Cherbourg, j'avais jamais fait gaffe, ni à Marseille d'ailleurs, quand il est pris par Stéphane Cassard. Stéphane Cassard a permis quand même à Édouard de rebondir. Et quand j'observe les premiers matchs d'Édouard, je vois d'abord un gardien de grande taille qui a du feu dans les jambes. Et j'ai dit waouh, je vais suivre. Ce gardien m'interpelle. Et puis je suis. Des choses bien, des choses moins bien, mais ça progresse. Et je le vois prendre plus de place, très intervenant dans le domaine aérien, ça j'adore, parce qu'une position de départ qui est souvent bonne, donc il cherche à comprendre le jeu. Et puis il monte en première division. Et comme je fais certaines émissions sur certaines chaînes, je parle d'Édouard, je dis ouais, c'est un des gardiens pour moi les plus performants de la Ligue 1. Puis un jour, je rencontre Édouard à Monaco sur un match Monaco-Reims, parce qu'on a un joueur qui est prêté à Reims, Baba Ramdam. Et Édouard me remercie d'avoir dit du bien de lui à Canal. On ne s'était jamais rencontrés et on est resté en contact. Et puis je continue à le suivre, surtout. Je lui dis à ce moment-là, moi je vais continuer à le suivre, Édouard. Voilà, comme ça, c'est tout, rien d'autre. Hein. Et puis Rennes cherche un gardien après Koubek. Et j'en parle à des Rennais que je connais. Je dis tiens, très bien une petite pièce sur Edouard Mendy. D'autant plus que ses premiers agents sont londoniens, sont anglais. Et sans qu'Édouard le sache, ces agents-là, je pense à Andy Evans, ils m'appellent pour faire des statistiques sur Édouard. Donc tout s'aligne là encore une fois. Donc j'aide l'agence à faire des stats sur Édouard. Donc je connais Édouard, mais vraiment très bien. Et je continue à le suivre à Rennes. Et à un moment donné, Franck Lampard et le club souhaitent challenger Kepa sur le poste de gardien. Et comme j'en avais parlé à Petre lorsqu'il jouait à Arsenal, parce qu'on partage pas mal de choses, j'avais dit à Petre, regarde donc le gars de Reims. Et puis il dit, ouais, c'est pas mal, voilà, c'est tout. Et quand Petre est sollicité, quand Franck lui demande, et me demande indirectement de chercher un challenger, je dis à Petre, tous ceux qui sont très connus et très bons, ils sont tous dans les très gros clubs. Donc ça coûte un paquet d'argent. Et je ne pense pas que le propriétaire va y mettre encore un paquet d'argent. Donc tu te rappelles d'Edouard Mendy? Ah, il me dit, ouais, il est capable de venir à Chelsea. Je dis, écoute, le parcours est atypique. Je m'étais renseigné un peu sur son parcours, l'année de chômage, papa, etc., le mec qui rebondit. Je dis, écoute, regarde maintenant. Maintenant, tu es en responsabilité, donc moi, je te donne mon avis. Il regarde, il me dit, waouh, c'est quand même pas mal, hein. Et on prend un peu les choses en main. Le club nous donne la possibilité de prendre les choses en main et de commencer le contact officiel. Et ça a été un été un petit peu intense. Parce que, alors, c'est très facile de dire maintenant, ouais, on sentait que ça allait pas. Non. Moi, j'ai re-regardé encore des matchs que j'avais déjà vus pour me dire, ouais, ça passe à Chelsea, ça passe. Mais on n'est jamais sûr. Et va-t-il s'adapter? Et puis il y avait des choses, ouais, il y a des choses qui parlent, quoi, sur des images. Moi, j'avais noté tellement de choses. Donc ça a bien marché. Christophe, pour terminer, on a envie de te demander tout simplement, c'est quoi la suite? Club? Plus haut, sélection, dans ta tête? Ça sera du foot. Ça sera du foot. La compétition m'a manqué depuis 5 ans, beaucoup. Donc j'ai envie de retrouver la compète. J'ai envie de retrouver l'adrénaline de la compète, la préparation des matchs, l'analyse des matchs, et puis de mettre tous les moyens en œuvre pour permettre à des gardiens d'être performants. S'immiscer même dans la formation, travailler en collaboration avec des jeunes coachs. Voilà, ça me branche. Alors sélection au club, j'ai jamais fait sélection, donc comme je suis curieux. Non, mais je me dis qu'il va y avoir un turnover, un remplaçant peut-être dans pas longtemps. Donc... Oui, après, c'est des réseaux qui marchent aussi. Moi, je suis dans aucun réseau, je suis dans aucun staff, je suis je suis en freelance quelque part, hein, donc très intéressé. J'ai plein de choses à partager, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je suis très curieux, je suis plein de dynamisme, je suis en pleine forme. Et puis je pense aussi parallèlement à une structure autour du gardien de but qui me tient à cœur avec Jean-Charles Berton, avec qui nous avons créé des stages de foot dernièrement, depuis 4 ans, un peu gêné par le Covid. Une structure pour donner aux gardiens tout ce dont ils peuvent avoir besoin de leur période de formation jusqu'à leur après-carrière, mais dans le sens aide à l'entraînement, etc.
parce que bon, je pense qu'on connaît bien, je connais bien le poste de gardien, je connais bien les individus qui s'y frottent, et j'ai envie de donner aussi pour ces gens-là, y compris des gens qui sont au chômage. Il y a des gardiens qui ont loupé qui sont passés qui n'ont pas pris le train quand il fallait, ou qui sont tombés dans un contexte qui ne correspondait pas. Et j'ai envie d'aider ces gens-là, même si tout le monde ne peut pas jouer en première ligue, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ils peuvent jouer peut-être en national ou dans un pays étranger. Donc c'est les aider à trouver le truc, faire des bilans, etc. Ça me passionne. Mais retrouver la compète, c'est mon objectif. Merci Christophe. Merci à vous.